Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal en ce samedi 12 mai. Tout d'abord, au courrier départ de la présidence, le président de la République par intérim, le professeur Djankounda Traoré, a adressé un message de félicitations à son Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Message ainsi libellé. À l'occasion de votre investiture à la présidence de la Fédération de Russie, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette agréable circonstance pour vous assurer de ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous au renforcement des relations d'amitié et de fructueuse coopération existant entre la Russie et le Mali. En vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de vos hautes fonctions, je formule des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le grand peuple russe. Je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Djankounda Traoré, président de la République par intérim. Activité gouvernementale, le Premier ministre, Dr Cheikh Modibo Diarra, a présidé ce matin les travaux de l'atelier gouvernemental. La rencontre d'une journée vise à mettre à la disposition de la nouvelle équipe les outils lui permettant de mener à bien sa mission. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour rappeler que la libération du Nord Mali et l'organisation d'élections libres et transparentes constituent la priorité des priorités. Reportage de Amadou Sankari. C'est une tradition qu'après la nomination d'un gouvernement, la nouvelle équipe se retrouve pour un séminaire. Et l'activité de ce matin se situe dans ce cadre. Pour cette journée de travail, plusieurs thèmes ont été exposés. Il s'agit notamment des prérogatives du ministre, des procédures interministérielles, des relations du gouvernement avec les autres institutions, l'action et le travail gouvernemental. L'objectif de ce séminaire est de mettre à la disposition de la nouvelle équipe des connaissances et outils pour mener à bien sa mission. Pour le Premier ministre, les Maliens attendent beaucoup du gouvernement. Il nous faut créer un environnement où les hommes d'affaires, où les citoyens peuvent atteindre pleinement leur potentiel tout en restant équidistants de tout un chacun. Nous pourrons atteindre ces résultats si nous nous appuyons sur des hommes et des femmes de qualité, si nous faisons du respect strict des lois en toutes circonstances et surtout le respect des droits fondamentaux des citoyens, la qualité et la rapidité des services administratifs. Si nous faisons de tout cela notre religion, alors, mes chers collaborateurs, nous allons réussir. La réussite donc de notre équipe gouvernementale dépend fortement de l'effort de créativité, d'imagination, de persévérance et d'abnégation de chacun de nous. La libération du nord du Mali et l'organisation d'élections libres et transparentes constituent également des soucis majeurs du gouvernement. Je suis convaincu qu'avec votre engagement et votre détermination, nous relèverons les défis de la libération des régions du nord du Mali et de l'organisation sur la base de fichiers électoraux révisés et acceptés de tous, des élections libres, démocratiques et transparentes sur l'ensemble du territoire national. Nos compatriotes attendent beaucoup de nous, beaucoup de résultats. Résultats que nous pourrons atteindre si nous restons focalisés sur nos objectifs. Dr Cheikh Modibo Diarra a invité les ministres à faire en sorte que l'efficacité de l'administration soit renforcée en bannissant le favoritisme et le clientélisme. La réponse aux attentes des populations, l'organisation des élections générales et la libération du nord du Mali sont autant de sujets abordés lors de ce séminaire gouvernemental. Pour plus de précisions, écoutons le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement. Amadou Touré est au micro de Amadou Sankari. Il s'agissait de renforcer les connaissances, le savoir des ministres et de mieux les outiller afin qu'ils soient eux-mêmes à même de servir mieux le peuple malien. Autour de deux axes
qui ont été dits avec force par le Premier ministre dans son discours d'ouverture. Le nord du pays, les préoccupations du nord, la nécessité pour le gouvernement de rétablir l'intégrité territoriale du Mali avec l'extension de l'autorité de l'État sur tout ce territoire, en plus de l'autre partie du territoire, bien entendu, le retour de populations qui ont été ou déplacées ou se sont réfugiées, et également le retour de la sécurité, qui précède bien sûr le retour des déplacés et des réfugiés. Ça, c'est le premier axe. Le second axe a trait à l'organisation d'élections démocratiques sur la base d'un fichier propre, consensuel, irréfutable, autour de l'essentiel, bien sûr. À ces deux axes, il faut ajouter la marche normale d'un pays, à savoir la réponse aux attentes des populations dans tous les domaines. Et c'est pour cela qu'il fallait outiller les ministres dans l'exercice quotidien de leurs tâches, dans la conduite de leur cabinet, dans les relations avec leurs autres collègues du gouvernement, en termes de collégialité, en termes de solidarité, les relations avec les autres institutions qui existent dans le pays. Il a insisté sur l'éthique qui doit conduire chaque ministre dans sa gestion quotidienne, dans ses rapports avec les institutions et surtout dans ses rapports avec les populations maliennes. À Kati, le président du CNRDRE a reçu cette semaine les griots de Ségou et de Bamako. Les griots ont assuré vouloir jouer pleinement leur rôle dans la résolution de la crise. Le capitaine Sanogo, de son côté, s'est engagé à tout mettre en œuvre pour le retour de la paix au Mali. Écoutons les porte-paroles des griots de Ségou et de Bamako. Mamadou Kouyaté et Lassana Kamisoko sont au micro de Mariam Sagara. L'objet de notre visite chez le président du CNRE, c'est d'abord pour le saluer et saluer toute l'armée malienne. Et notre souhait le plus ardent, il faut que le pays soit un et invincible. Que les hommes soient un et un seul et que chacun s'abstient à la délinquance de toutes sortes. Aujourd'hui, nous, les griots, n'ont rien cherché que la paix. Nous, on ne veut que la paix, la liberté, que chacun travaille, va à ses affaires, que chacun dorme bien chez lui. Parce que si tu vois que le pays est un pays, c'est qu'il y a la paix. S'il n'y a pas la paix, vraiment, il n'y a pas de pays. C'est par rapport à la crise au nord. Nos parents souffrent. On dit que nous sommes le maître de la parole. La parole ne suffit pas. Nous passons par les actes. C'est pour venir vraiment lui demander d'unir l'armée pour faire face à la situation que nous connaissons au septentrion du Mali. Nos parents souffrent. Des profanations de tombes, c'est du jamais vu au Mali. Nous, les Nyamakala, c'est vrai, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de munitions, mais en Dambébé, Dambé Kolosi Bagayam. Alors on est venu vraiment lui demander d'user de tous ses moyens pour faire partir l'armée au nord, afin de pouvoir libérer les 3 régions. Le porte-parole du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, le lieutenant Amadou Konaré, a rendu visite cet après-midi à une vingtaine de militaires maliens revenus d'Algérie. Ces militaires avaient été accueillis et soignés par les autorités algériennes avant d'être évacués à Bamako. Ils suivent les derniers traitements à l'hôpital militaire de Kati. Le lieutenant Konaré, au nom du CNRDRE, leur a souhaité meilleure santé avant de promettre qu'ils seront mis dans toutes les conditions. Ce communiqué des ministères de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et de celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Suite à l'apaisement constaté dans l'espace scolaire et universitaire, les cours qui avaient été suspendus seulement à Bamako reprendront dans tous les établissements du préscolaire, fondamental, secondaire et supérieur,
publics et privés du district le lundi 14 mai 2012. Il est par conséquent demandé à l'administration scolaire et universitaire, aux enseignants, au corps professoral, aux élèves et étudiants et aux parents d'élèves de veiller à l'application stricte de cette mesure. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales informe qu'au vu de l'état d'avancement satisfaisant des programmes, le calendrier réaménagé des examens de fin d'année scolaire 2011-2012 sera communiqué dès la semaine prochaine. Des dispositions exceptionnelles seront prises pour répondre aux préoccupations de nos compatriotes du Nord déplacés et ceux encore sous occupation. Les ministres en charge de l'éducation remercient tous ceux et toutes celles qui se sont investis dans cette issue favorable. Ils saluent la demande réitérée par les élèves et étudiants pour une reprise rapide des cours. Ils assurent que rien ne sera épargné pour la réussite de l'année scolaire et universitaire et savent pouvoir compter sur la responsabilité et l'engagement de tous pour son déroulement dans l'harmonie, la concorde nationale et la paix retrouvée. Voilà donc à l'instant ce communiqué des ministères en charge de l'éducation qui annonce donc la reprise des cours dans tous les établissements à partir de ce lundi 14 mai 2012. La première grande caravane humanitaire a quitté Bamako aujourd'hui pour les régions du Nord Mali. La mission conduite par le Haut Conseil islamique apporte aux populations en détresse des médicaments, des vivres, des nattes et des moustiquaires. Le départ de la mission humanitaire est suivi par Ibrahima Traoré. Les meetings et les marches commencent à faire place aux actions concrètes pour venir en aide aux populations en détresse des régions du nord du Mali. Cette aide est essentiellement composée de médicaments, de vivres et de non-vivres. 2 remorques de plus de 100 tonnes sont destinées à Gao et à Kidal. 3 camions de 60 tonnes partent à Tombouctou. Cette caravane ouvre officiellement le couloir humanitaire. La mission est conduite par le Haut Conseil islamique. Ce n'est pas ce qu'on envoie qui est l'important, mais c'est le message que ça contient. Un message à l'endroit de nos frères qui sont dans le nord du Mali. Tous les frères confondus, les habitants et les autres qui sont aussi des habitants, qui sont les frères Demenela, les frères Dansar, tout le monde. Je leur lance un appel qui vient du fond du cœur, un appel d'un frère, d'un coreligionnaire. Je leur demande encore une fois, de voir le Mali, de voir notre peuple, de voir cette souffrance aujourd'hui. Ce geste aussi a un enseignement. Ce que le peuple malien doit croire en soi. Ce peuple est encore debout. Ce peuple encore peut faire quelque chose. Ce peuple encore a des ressources. Nous avons des valeurs positives qui nous permettent de dépasser ces épreuves. Les différentes équipes sont attendues dans ces régions au plus tard lundi, selon les organisateurs. Plusieurs associations et ONG humanitaires prennent part à ce voyage, notamment le Coren, la Croix-Rouge et le collectif Cris de Cœur. Cris de Cœur et la Croix-Rouge effectuent justement leur deuxième sortie sur le terrain. Des jeunes médecins volontaires sont aussi de la mission pour appuyer une équipe déjà sur place à l'hôpital de Gao. Reste à penser à une partie de la population de Douanza, en 5e région, qui constitue d'ailleurs une zone de transit et d'accueil pour les nombreux déplacés. Cette caravane humanitaire est suivie par nos envoyés spéciaux Abdul Salam Bambara, Bourama Traoré et Mohamed Diarra. Plan Mali s'engage à soutenir le ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales à améliorer la qualité de l'éducation au Mali. Plan Mali et le ministère ont signé aujourd'hui à cet effet une convention. Plan Mali versera donc au département 25 millions de francs CFA destinés à la mise en œuvre de plans d'action. Reportage de Abdraman Maïga. En apposant leur signature au bas de ce document, cadre de coopération, le département de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et Plan Mali se donnent désormais la main. Par cette collaboration, ils envisagent accroître l'accès des enfants à une éducation de qualité, et cela à travers le développement de la petite enfance, la scolarisation des filles, l'alphabétisation des adultes, ainsi que la formation professionnelle des jeunes. Plan souhaite un emploi judicieux et transparent de ces subventions. Et sur ce point, nous n'avons aucun doute que votre ministère fera de son mieux pour que les vrais bénéficiaires puissent profiter de ces ressources. En initiant ce cadre de coopération,
Plan Mali ambitionne accompagner le département de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales à atteindre les objectifs sectoriels de l'éducation. Une stratégie qui permettra non seulement à ce département de disséminer la mise en œuvre de ces politiques et stratégies en matière d'éducation, mais aussi de réaliser des plans d'action élaborés pour une meilleure mise en œuvre des programmes de développement. Nous pensons qu'en conjuguant nos efforts et en essayant réellement de tirer ensemble les priorités et en essayant de maximiser nos efforts, nos énergies, nos investissements, nous serons en mesure de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays. Pour cela, Plan Mali mettra à la disposition du département dans un premier temps 25 millions de francs CFA pour la conduite et la mise en œuvre des différents programmes convenus avec les différentes directions nationales de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Aussi, cette phase verra également la dotation des CAP de Kati, de Bagneda, Kita, Kangaba, Baraouli et Mopti en fournitures scolaires destinées aux déplacés. Environ 1000 kits scolaires d'une valeur de 20 millions de francs CFA sont concernés par cette opération. Situation de la crise dans le nord du Mali, la brasserie Oxy fait un don de vivres à l'association Arc-en-Ciel. Plus de 9 millions de francs CFA, c'est la valeur du don destiné aux femmes et aux enfants en situation difficile. Arc-en-Ciel est une association qui a vu le jour en 2009 et dont la philosophie est Rêve d'enfant. L'association Arc-en-Ciel donc qui vient de bénéficier d'un don de 9 millions de francs CFA offert par la brasserie Roxy. De même, les femmes des clubs Lumière et Espoir de Bamako, membres de l'association Sœurs Optimistes Internationale, volent au secours de leurs sœurs déplacées. Le don est composé de 6 tonnes de riz gambiaka, de 60 moustiquaires imprégnés, d'une somme de 600 000 francs CFA et d'1 million de francs CFA pour les Sœurs Optimistes de Tombouctou. Les bénéficiaires sont 30 familles, dont 14 familles Sœurs Optimistes déplacées de Tombouctou. Le Sœurs Optimistes International ou voie universitaire universelle pour les femmes offre ainsi à chaque famille 2 sacs de riz, 2 moustiquaires imprégnés et une somme de 20 000 francs CFA. La remise de ce don qui s'est déroulée à la mairie de la commune 5 devra contribuer à atténuer les souffrances de ces populations. Les ingénieurs du Mali sont en conclave. C'est à la faveur de la 12e session de leur conseil national tenue ce matin. Ils ont échangé sur les activités menées et les perspectives pour les prochaines années. Reportage de Alpha Maïga. Depuis un certain temps, l'ingénierie conseil a subi de profondes mutations. Et pour cause, la mondialisation, l'urbanisation à grande échelle. Et c'est pratiquement dans ce contexte que se tient cette 12e Assemblée générale de l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali. Qu'est-ce qui a été fait au cours des 2 dernières années d'une part, et qu'est-ce que l'Ordre ambitionne d'ici un an d'autre part? Voilà ce à quoi s'attellent les délégués. L'Ordre a travaillé essentiellement sur un plan de communication. Au-delà de ça, il y a eu des activités de formation et en plus, l'Ordre a participé à beaucoup de rencontres, aussi bien au niveau national qu'international. Des prestations de qualité est toujours notre priorité en fait, pour qu'on puisse vraiment être compétitif sur le marché aussi bien national, sous-régional qu'international. S'agissant du budget, il a été aussi discuté au cours de cette 12e Assemblée générale. Notre budget est essentiellement constitué de nos cotisations, bien qu'il y a de temps en temps des dons, des legs. Donc ça tourne autour de 40-50 millions en général. La 12e Assemblée générale a été mise à profit par les délégués pour statuer sur les approches sur le secteur du BTP. Secteur qui reste incontournable dans le développement socio-économique du pays, et cela malgré les difficultés et les multiples obstacles. Cette déclaration a porté à votre attention. C'est avec indignation que le bureau exécutif du groupe de réflexion sur le patrimoine matériel et immatériel de Djenné et l'Observatoire des droits humains et de paix ont appris la profanation des tombes de saints à Tombouctou par des individus se réclamant du mouvement intégriste en Sardine. L'ODHP tire la sonnette d'alarme aussi au vu de la préservation des libertés individuelles et collectives dans les zones occupées
L'ODHP prend en témoin la communauté internationale et rend responsable les mouvements qui écument le nord du Mali à travers des actes de violence sur les personnes et leurs biens. L'atelier de formation qui a débuté hier à l'Agence nationale pour l'emploi de Bamako s'intéresse à l'harmonisation des concepts et méthodes et de la mutualisation des ressources pour la production des indicateurs du marché. L'atelier devra permettre d'identifier et de définir les indicateurs de marché et du travail produits par l'ANPE et l'Institut national de la statistique. Le reportage de Fademba Keita. Initié par l'Agence pour l'emploi ANPE à travers son département observatoire de l'emploi et de la formation, cet atelier présente un double enjeu. Il doit favoriser l'élaboration d'un protocole d'accord de partenariat entre l'Agence nationale pour l'emploi et l'Institut national de la statistique pour la production des indicateurs du marché du travail. L'atelier sera aussi l'occasion d'identifier les ressources disponibles au niveau des deux structures. Avec l'avènement de la gestion axée sur les résultats, les données statistiques fiables et à jour sont au cœur du dispositif de conception, de mise en œuvre et de suivi et évaluation des actions opérationnelles. Pour les deux structures, la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion des informations sur le marché du travail sont indispensables dans la lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté. Cet atelier qui se veut un cadre d'échange et d'enrichissement mutuel vise à présenter les activités de production d'informations sur le marché du travail de l'ANPE et de l'INSAT, à identifier et définir les indicateurs du marché du travail produits par les deux structures, et enfin à proposer des éléments pour une meilleure utilisation des ressources à travers l'élaboration d'un projet de protocole d'accord entre l'ANPE et l'INSAT. Cet atelier répond ainsi à un des soucis du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à savoir fournir des orientations stratégiques pour une meilleure connaissance du marché du travail au Mali. Entrons à présent dans le monde sportif. Alain Giresse n'est plus le sélectionneur du Mali. Le technicien français et la Fédération malienne de football n'ont pas pu trouver de terrain d'entente sur le renouvellement de son contrat qui arrive à terme à la fin de ce mois. La Fédération a privilégié l'expertise locale avec un collège d'entraîneurs dirigé par Amadou Paté Diallo. Le premier vice-président de la Fédération malienne de football nous parle ici des différents points d'achoppement des négociations. Moussa Konaté est au micro de Khalifa Namatraoré. Le premier point d'achoppement, c'était la confection de la liste. Dans le contrat de Giresse, il était question qu'il nous fasse une proposition de liste avant de composer son équipe. Et à cette proposition, nous avons adjoint le terme validation, en lui demandant qu'il a l'obligation de faire la proposition et la validation de la liste à son employeur. Donc le terme validation lui posait problème et nous avons pensé que ce n'était pas la peine de nous tirailler sur un point qui n'était pas du reste important. Donc nous avons décidé de le buffer purement et simplement. Et étant donné que la lettre, même si la lettre changeait, l'esprit de consultation demeurait. Parce qu'en tant qu'employeur, on ne peut pas lui donner un blanc-seing dans la composition de son équipe, même s'il est clair qu'il reste le patron véritable de l'équipe nationale. Le deuxième point d'achoppement, c'était au niveau de la commission médicale. Nous avons estimé que on avait des compétences au Mali pour lui fournir, mettre à sa disposition un médecin et un kiné. Nous avons souhaité simplement que pour la seconde campagne, que l'on puisse lui proposer des compétences maliennes. Quand nous avons vu que ce n'était pas de son goût, nous avons également, pour le bien du football malien, fait des concessions à ce niveau. Le troisième point d'achoppement, c'est les factures de téléphone. Dans son premier contrat, il est écrit qu'à hauteur de 500 000, tous les mois, on lui donnait 500 000 francs CFA pour couvrir les charges de téléphone. Et
Ces charges de téléphone, il n'y avait pas de justificatif derrière. Pour une déontologie, une orthodoxie du moins de gestion, on a souhaité lui donner un téléphone mobile avec des factures détaillées qui seront payées par la fédération à hauteur maximum de 500 000. Donc cela ne lui convenait pas parce qu'il voulait toucher du cash sans justifier derrière. Donc pour vraiment faire une concession sur ce point-là aussi, nous avons décidé d'inclure le montant de 500 000 qui initialement est prévu pour la prise en charge des frais de téléphone, de l'inclure dans son salaire. Mais malgré toutes ces concessions, M. Giresse n'a pas souhaité renouveler son contrat, donc nous en avons pris acte et voilà, la collaboration s'arrête, même si au niveau du comité exécutif, notre souhait c'était de continuer le chemin avec lui. Oui, Giresse va partir, et l'après Giresse? L'après Giresse, déjà, il avait un adjoint à la personne de Vieux Pathé Diallo. Nous allons organiser un collège d'entraîneurs autour de Vieux Pathé Diallo pour gérer les matchs, les 2 premiers matchs qui sont déjà programmés pour le tout début du mois d'août. Voilà, vous le savez, Alain Giresse n'est plus le sélectionneur du Mali. En Ligue des Champions, le Djoliba AC est depuis mercredi au Nigeria pour affronter Sunshine Stars pour le match retour des 8e de finale. À l'aller, il y a 2 semaines, ici à Bamako, le Djoliba et Sunshine Stars avaient fait match nul, 1 but partout. En Égypte, le stade malien de Bamako affrontera National Al-Ali. À l'aller, le stade malien de Bamako avait gagné par 1-0 le point avec Abdul Karim Kaba. Le stade malien de Bamako a un rendez-vous avec l'histoire, s'offrir une première qualification en phase de poule de la Ligue des Champions. La courte avance d'1-0 peut bien s'avérer déterminante pour l'équipe de Sotiba. Les Blancs se veulent ambitieux et motivés pour réussir les paris des quartiers, le club le plus titré de la compétition, Al-Ali du Caire. À l'aller, on lui disait que Al-Ali était un grand club et que nous aussi, on n'était pas un petit club. Donc on a pu quand même assurer au match aller. On a fait une courte victoire 1-0, mais ça nous donne quand même, ça nous permet d'emmagasiner un capital de confiance qui nous permet d'aller défier l'ogre égyptien d'Al-Ali. Depuis du match dernier, les Caïmans sont en Tunisie pour mieux préparer cette rencontre retour contre les Égyptiens. Le coup est bien jouable, selon les responsables du club. La bonne gestion des 90 minutes au pays des pharaons permettra au stade malien de Bamako de trouver le précieux sésame. Nous savons que c'est le match de notre vie. On va dire c'est le match le plus important de la saison. On sait que le peuple malien a besoin de gagner ce match-là. Le peuple malien nous attend. On a pris l'ampleur en fait de cette attente-là et on promet de ne rien lâcher, d'être suffisamment costaud pour pouvoir offrir cette grande joie au peuple malien. À la demande du national Al-Ali, cette rencontre retour des 8e de finale de la Ligue des Champions se jouera lundi 14 mai à cause du retour tardif des Égyptiens de Bamako. Faut-il les rappeler, à l'aller, le stade malien de Bamako avait gagné par 1-0. Le Mali pourrait réaliser un coup double historique en envoyant ses 2 représentants dans la lucrative phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Djoliba AC garde également toutes ses chances malgré le nul 1-1 à Bamako contre les Nigérians de Sunshine Stars. À Hermakono, on est optimiste car les Rouges jouent mieux à l'extérieur. Nous allons au Nigeria quand même pour chercher la qualification qui est quand même l'un des objectifs premiers de notre saison. Et pour cela, pour réussir ça, je pense que la tâche n'est pas du tout facile. Parce que déjà au match aller, on a pu quand même, on a fait un mauvais résultat, un match nul. Mais le football étant ce qu'il est, sur un match tout est possible. Donc nous sommes en train de nous préparer, nous sommes déjà prêts pour quand même aller arracher la qualification au Nigeria dimanche. Malgré le nul à domicile, le leader du championnat national du Djoliba AC compte se donner à fond pour goûter la phase lucrative. C'est avec un moral de fer que les hippopotames effectueront ce voyage au Nigeria. En tout cas, les 2 représentants maliens en Ligue des Champions seront loin de leur base
mais l'ensemble du monde sportif malien sera avec eux, avec les bénédictions et les prières. Le sport malien est en deuil. L'ex-champion d'Afrique de boxe des mi-lourds, Sungalo Bagayoko, est décédé à Bamako des suites d'une longue maladie. Celui qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la boxe malienne a été enterré au cimetière de Nyarila hier vendredi. Reportage de Amara Maledialo. Né en 1942 à Kéléa, Sungalo Bagayoko a marqué de son empreinte l'histoire de la boxe au Mali. Resté longtemps à côté d'amis boxeurs, il aura été presque forcé de monter sur le ring pour embrasser une carrière qui le propulsera au devant de la scène. Après les Jeux africains de Brazza en 1965, on retiendra du parcours de Sungalo certains combats vedettes livrés contre les Ghanéens Victor Ativor, Ray Adonis en 1978, l'Américain Eddie Gregory et le combat exhibition contre Mohamed Ali à Rabat au Maroc, sans oublier le titre africain remporté contre le Zaïrois Mamba Sako. Il mettra fin à sa carrière en 1981 après s'être exilé en France. Je crois qu'aujourd'hui, le monde de la boxe malienne, africaine et je dirais même mondiale est en deuil avec la disparition de notre grand champion Sungalo. Il faut le dire, Sungalo, c'est celui par lequel la boxe a pris l'ampleur qu'il mérite d'être annoncé. Parce qu'on a eu des grands champions, certes, on a eu des grands boxeurs, certes, dans ce pays, mais que la boxe soit à un niveau africain, à un niveau mondial au nom du Mali, je crois que c'est avec Sungalo qu'on a eu cet avantage-là. Aujourd'hui, en le perdant, nous perdons donc notre champion, un grand repère, qui repose en paix et que toute sa famille reçoive ici nos condoléances les plus attristées. Décédé le mercredi 9 mai à 6h30 après une longue maladie et accompagné à sa dernière demeure vendredi par une foule de parents, amis, autorités politiques, responsables sportifs et admirateurs, El Hadj Sungalo Bagayoko laisse derrière lui une veuve et 4 orphelins. Son dernier combat, Sungalo l'a perdu contre la maladie à 70 ans. Puisse sa brillante carrière inspirer la nouvelle génération de pugilistes maliens. Dors en paix, El Hadj. Que la terre lui soit légère. À suivre après ce journal, un entretien avec le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo, évoque notamment les événements du 30 avril dernier, la transition politique, les événements du Nord et les questions sécuritaires. Un entretien dirigé par Youssouf Touré. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, passez de bons moments en compagnie des programmes de l'ORTM.